Bonjour à tous. Êtes-vous prêts pour un formidable voyage au pays de la subduction? Aujourd'hui, je vais vous raconter comment l'histoire de la lithosphère océanique permet de comprendre l'origine du magmatisme en zone de subduction. Dans ces zones, de terribles volcans rappellent aux humains combien la nature est puissante. Leurs éruptions explosives sont d'une rare violence, et leur présence tumultueuse à la surface de la Terre rappelle qu'en profondeur, il existe des processus générateurs de magma. En effet, à quelques kilomètres sous nos pieds, des roches fondent partiellement. Oui, mais lesquelles? Des scientifiques, travaillant nuit et jour dans leur laboratoire, ont offert au monde des données inestimables, les courbes de fusion partielle des basaltes et de la péridotite. Elles nous permettent de nous assurer d'une chose: les roches de la plaque plongeante ne rencontrent jamais les conditions nécessaires à un début de fusion partielle. Ainsi, ni la croûte océanique ni le manteau lithosphérique plongeant n'entrent en fusion partielle et donc ne sont à l'origine des magmas formés. Qu'en est-il des péridotites du manteau chevauchant la plaque plongeante? Si l'on regarde l'évolution de la température avec la profondeur, la fusion partielle des péridotites le constituant ne peut être envisagée. Mais n'en soyez pas si sûr. Regardez bien. Son innocence n'est qu'illusion, puisque l'hydratation de la péridotite abaisse sa température de fusion. Ainsi, lorsque la péridotite est hydratée, le solidus de la roche est décalé vers la gauche. La péridotite peut donc entrer subrepticement en fusion partielle à plus faible température. On découvre alors que le manteau chevauchant la plaque plongeante se trouve dans des conditions idéales pour rentrer en fusion partielle, pour peu qu'il soit hydraté. Mais alors, le mystère reste entier. D'où peut bien provenir cette eau qui vient hydrater les péridotites chevauchantes? Puisez dans votre mémoire juvénile et vous vous souviendrez alors qu'au cours de son histoire, la lithosphère océanique se retrouve hydratée suite au métamorphisme hydrothermal affectant les roches à proximité de la dorsale, mais également tout au long de son évolution puisque les roches sont en contact permanent avec l'eau de mer. Alors qu'ils entament leur périple en s'éloignant petit à petit de l'axe de la dorsale, les basaltes, les gabbros et les péridotites superficielles sont métamorphisés dans le faciès des schistes verts. Prenons le gabbro comme témoin de cette inoubliable épopée. Si les yeux sont la fenêtre de l'âme, les associations minéralogiques du gabbro sont une fenêtre sur le métamorphisme. En effet, le gabbro est une roche grenue, ce qui rend bien plus aisée l'étude de l'évolution de sa composition minéralogique. Ainsi, initialement, un gabbro est composé de feldspath plagioclase et de pyroxène. Puis, au cours du temps, il voit apparaître dans sa composition des minéraux d'hornblende, de chlorite et d'actinote, des minéraux hydratés. Comme le disait un grand poète, la vie, la gloire, le bonheur sont éphémères, tout comme la destinée furtive d'une lithosphère océanique. La phrase est peut-être de moi. Quoi qu'il en soit, après une hydratation intense, vient l'heure pour la lithosphère océanique d'entrer en subduction. C'est alors qu'au fur et à mesure de l'enfoncement de la lithosphère océanique, la pression augmente. La température aussi augmente, mais moins rapidement car la plaque est froide et met du temps à se réchauffer. Les roches se retrouvent alors en plein bouleversement, placées dans des nouvelles conditions de température et de pression. Ces roches sont donc transformées, métamorphisées, par ce que l'on appelle un métamorphisme de subduction. Les métagabbros du faciès schiste vert sont alors métamorphisés dans le faciès des schistes bleus. Des minéraux de glaucophane apparaissent alors, un minéral peu hydraté. L'enfoncement de la plaque se poursuit et la pression devient de plus en plus intense. Les métagabbros du faciès schiste bleu sont alors métamorphisés dans le faciès des éclogites. Là, des minéraux de grenat et de jadéite apparaissent, deux minéraux qui sont totalement anhydres. Ainsi, plus la lithosphère océanique s'enfonce en profondeur, moins les minéraux qui la constituent renferment d'eau. Ainsi, le métamorphisme de subduction s'accompagne d'une déshydratation intense des roches de la lithosphère océanique.
Bien évidemment, les transformations métamorphiques ne sont pas instantanées, elles prennent du temps. Elles commencent vers 50 km de profondeur et la lithosphère océanique va dire adieu à une grande partie de son eau entre 100 et 200 km de profondeur. Toute cette eau, libérée par les réactions du métamorphisme, ne disparaît pas. Abandonnée par la lithosphère océanique, elle trouve refuge dans le manteau chevauchant. On dit que l'eau percole dans le manteau. Elle vient alors hydrater les minéraux des péridotites. La suite, vous la connaissez déjà. Entre 100 et 200 km de profondeur, les péridotites, lorsqu'elles sont hydratées, sont dans des conditions idéales pour entrer en fusion partielle. Ainsi, à cette profondeur, des gouttes de magma vont se former, puis remonter en direction de la surface et s'accumuler dans des chambres magmatiques. Le destin réserve alors deux avenirs différents pour le magma qui vient de se former. Soit ce magma parvient jusqu'à la surface lors d'une éruption volcanique et est à l'origine de la formation de roches volcaniques. Soit ce magma refroidit lentement en profondeur et forme une roche plutonique. Le magma andésitique formé peut donc soit parvenir à la surface lors d'une éruption volcanique et donner naissance à l'andésite, une roche volcanique, soit cristalliser lentement en profondeur et donner naissance à une diorite, une roche plutonique. Le magma andésitique peut ensuite évoluer, soit par cristallisation fractionnée, soit par contamination crustale, deux processus qui vont enrichir le magma en silice. Si le magma alors formé contient entre 63 et 68% de silice et qu'il parvient à la surface à la faveur d'une éruption volcanique, la roche formée sera une dacite. Au contraire, si ce magma cristallise lentement en profondeur, une granodiorite sera formée. Si le magma formé contient entre 68 et 73% de silice et que ce magma parvient à la surface lors d'une éruption volcanique, la roche formée est une rhyolite, une roche donc volcanique. Si à l'inverse ce magma cristallise longuement en profondeur, la roche formée est un granite, une roche donc plutonique grenue, que vous connaissez déjà. Dans ces régions du monde d'une rare beauté, les roches formées, bien que très diverses, présentent toutes en elles un point commun, celle de posséder des minéraux hydratés, comme par exemple les amphiboles. La présence de ces minéraux nous raconte l'origine de la roche, leur naissance à partir d'un magma hydraté, riche en eau, lui-même provenant de la fusion partielle des péridotites hydratés. Vous verrez, un jour, on rencontre une zone de subduction sans même le vouloir, puis elle devient notre plus belle histoire. Les zones de subduction ne sont pas les seules zones de convergence des plaques lithosphériques à la surface de la Terre. On retrouve également les zones de collision, là où se forment les chaînes de montagnes, et c'est justement sur ces régions précises du globe que vous allez travailler pour terminer cette partie de géologie. L'école sans mur, mais vous continuez encore un peu de travailler, alors bon courage à tous et bon déconfinement.